Marilyn, bonjour Christophe. On est aujourd'hui avec vous à Anras pour prendre un peu de vos nouvelles, savoir comment ça s'est passé, ces situations-là depuis quelques semaines. Mais alors tout d'abord, première question, comment allez-vous vous-même, Marilyn, Christophe? On tient la route, on va le dire comme ça, on se maintient. Je pense que Christophe prendra la parole. Ça a été des moments difficiles, mais on s'en sort. On commence à se déconfiner aussi dans la tête. Tu vois, on a été mentalement très restreint dans toutes, non pas nos capacités de mouvement, parce qu'on a beaucoup bougé, nous, dans ce temps de confinement. Donc, le déconfinement va nous permettre peut-être un peu de lâcher prise. Confinement un peu particulier parce qu'on était tous les jours sur le terrain. On a passé peu de journées à la maison finalement, mais ravi parce qu'on est quand même à l'étape d'après aujourd'hui. On est déconfiné depuis lundi, donc ça permet d'avoir d'autres perspectives. Donc c'est quand même. On ne t'aurait peut-être pas répondu la même chose il y a un mois, mais actuellement c'est plutôt mieux quoi. Ok. Alors c'est vrai qu'on a on a peu parlé durant cette période de confinement de l'éducation spécialisée, mais vous dites que vous avez vécu des relations un peu particulières. C'est peut-être le moment de présenter un peu ce que vous faites justement et pourquoi ça a été compliqué, parce que c'est vrai que vous accueillez des jeunes de différents milieux pour différentes raisons, mais vous accueillez des jeunes en internat, certains jeunes dont vous avez la responsabilité même, à qui on vous confie la responsabilité. Donc c'est vrai qu'on a peu parlé de ces situations-là en France pendant le confinement. Mais voilà, tu le disais Christophe, ça a été aussi, vous avez été sur le terrain tous les jours et bien obligé de l'être. Et heureusement que vous étiez là finalement. Donc, Marilyn, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui vous êtes et justement quels sont les jeunes, dans quel cadre vous les accueillez? Donc, notre association Anras travaille sur l'ensemble de l'Occitanie et ici, notre établissement, on est dans l'Aude, près de Castelnaudary et on a des services qui sont à Carcassonne, à Castelnaudary, dans d'autres villages. Des services où l'on accueille différents jeunes entre 12 et 21 ans qui peuvent être placés. Le vocable exact, c'est vraiment des enfants ou des jeunes qui sont placés soit par voie judiciaire, soit administrative. C'est-à-dire qu'on nous confie des enfants lorsqu'il y a des problématiques dans les familles, soit d'éducation, de moralité, etc., ou des problématiques aussi de délinquance que peuvent rencontrer des enfants. On accompagne également des familles, notamment dans le cadre du placement à domicile, mais on travaille sur Béziers où on accompagne des familles, des mamans isolées avec enfants ou des femmes victimes de violences. Dans le cadre du FJT, on a là des jeunes professionnels et également des demandeurs d'asile dans le cadre d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui là sont des familles migrantes. Et sur le site de Carcassonne ou de Castelnaudary, on a également des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs qui viennent de l'étranger, qui sont isolés et qui sont protégés dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc voilà à peu près toute la mixité, le panel de nos publics. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment que c'était des publics un peu oubliés, notamment sur les premiers jours du confinement, puisqu'on a beaucoup entendu parler du médico-social, et c'est bien normal, parce qu'en première ligne, il y avait tous ces soignants, ces médecins, ces infirmières et tous les métiers qui s'occupent des personnes qui sont malades. Mais on a oublié un peu tous ces enfants qui étaient placés et qui sont restés dans nos établissements à la demande des conseils départementaux, qui sont les chefs de file de la protection de l'enfance. Donc, on nous a demandé dans les établissements de garder ces jeunes-là parce qu'il y avait des craintes de conflits ou de violences ou de difficultés, tout simplement pour les familles d'accueillir leurs enfants, alors même qu'on s'est trouvé avec des professionnels qui n'ont pas pu revenir au travail à partir du 17 pour différents motifs, de vulnérabilité, de maladie, de garde d'enfants, crainte, tout simplement. Des professionnels ont eu peur
Et on peut le comprendre, hein, parce qu'il y a eu un tel matraquage sur ce Covid qu'on pouvait avoir peur. Même si, je l'avoue, dans notre région, on a été très peu touchés depuis le départ. Et juste pour dire qu'il y a une très grosse différence entre tout le médico-social, c'est-à-dire les établissements qui accueillent des enfants handicapés, polyhandicapés ou à comportement à risque, puisque ces établissements-là, pour beaucoup, ont été fermés puisque les enfants ont pu être accueillis soit par des maisons d'enfants comme les nôtres, soit par leurs propres parents. Or, les ARS, ces agences régionales de santé, n'ont eu de cesse que d'alimenter les établissements médico-sociaux en gel, en masque, alors qu'ils étaient fermés et sans public, et ils nous ont complètement oubliés. Donc, on s'est senti invisible, délaissé. Ça a duré pratiquement un mois où on se sentait un peu seul au monde à devoir se débrouiller avec toutes ces problématiques-là. Alors j'imagine, tu nous dis qu'il y a eu aussi des déficits d'encadrement. Donc vous êtes finalement retrouvé avec autant de public accueilli, mais avec des équipes d'encadrement fortement réduites. Donc vous étiez en sous-effectif finalement. On a été en sous-effectif, effectivement. Et on a eu beaucoup de chance parce que dans le malheur, on a toujours un peu de chance puisqu'on a eu, il y avait quelques stagiaires à ce moment-là dans nos établissements et qui non seulement ont accepté, mais ont demandé à rester, qui se sont montrés très présents, très positifs, et aussi des professionnels qui, eux, pouvaient venir, qui ont accepté de faire des heures supplémentaires. Les questions de planification, etc., n'étaient plus à l'ordre du jour. Chacun a pu faire comme il pouvait, au moment où il le pouvait, et avec aussi beaucoup de bonheur à ce moment-là. Alors là, avec Christophe, toi qui es chef de service, donc qui est avec les éducateurs, avec les jeunes, comment ils l'ont vécu, les jeunes? Comment ça s'est passé? Comment ils le vivent? Parce que c'est vrai qu'on parle de déconfinement, mais c'est quand même un déconfinement très, très réduit. Comment ils ont pu vivre ces situations en étant loin de leur famille, loin de leurs proches? Et puis aussi, dans un environnement, tu le rappelais, Marilyn, anxiogène. Avec des jeunes qui en plus ont des fragilités. Moi, je suis pas le mieux placé, Jérémy, pour te répondre. Je préférerais que ça soit un jeune qui te réponde ou un éducateur sur le terrain. Mais je trouve qu'ils l'ont plutôt bien vécu grâce au dévouement quand même de certains professionnels. Il y a une partie qui s'est arrêtée, mais il y a une bonne partie qui a aussi tenu et qui a aussi porté une dynamique. Ça a été assez compliqué parce que notre travail, c'est d'amener une dynamique auprès de ces jeunes et on les tient aussi grâce à ça. Et là, la situation faisait qu'il y avait une inertie absolue et ces jeunes-là, ça les renvoie à beaucoup de difficultés. Donc, il y a eu de la création sur certains groupes, il y a eu un côté artistique qui s'est exprimé parce qu'on ne pouvait pas les sortir comme on le faisait habituellement. Le match de foot pendant 3 heures, il n'était pas possible, quoi. Ouais. Donc, il n'y avait plus d'école non plus. Pardon? Il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de cours. Plus d'occupation en journée. Et malgré ça, moi je trouve ça s'est plutôt bien passé. On pensait que ça allait être bien plus compliqué mi-mars quand tout s'est bloqué. Parce que comme tu le disais, il n'y a pas de retour en famille. Et ce rituel du week-end où certains rentrent, ça permet de faire souffler, de changer les groupes. Tu vois, c'est une bouffée d'air dans leur parcours et dans leur passage chez nous. Et là, pendant 2 mois, il n'y avait plus de week-end. Donc, les semaines étaient compliquées, mais les week-ends étaient tout aussi compliqués. Et ça a re-enchaîné sur une semaine où il n'y avait pas grand-chose. Ils ont pu être en lien quand même avec leur famille, même à distance? Alors oui, pour ceux qui ont des familles qui ont encore des droits de visite et d'hébergement, oui, ils ont pu rester en lien téléphoniquement, par FaceTime, enfin, tous ces réseaux que l'on connaît bien. La difficulté, elle était auprès des jeunes mineurs non accompagnés qui ont leur famille malheureusement loin d'ici et qui n'ont pas pu toujours contacter, qui ont pu avoir certaines craintes par rapport à leurs proches. Donc là, ça a été assez difficile.
Il y a eu tout ce temps de préparation du Ramadan aussi qui a été compliqué pour eux parce que beaucoup de ces jeunes MNA se préparent au Ramadan par des prières et des rituels qui leur sont propres, qu'ils n'ont pas pu faire à ce moment-là. Donc on a eu des moments quand même parfois difficiles au sein des villas, des unités éducatives. Ce sont des unités où il y a entre 6 et 10 jeunes avec des équipes tournantes d'éducateurs spécialisés, de veilleurs de nuit. Et il y a pu y avoir parfois des moments assez difficiles avec des fugues, avec des crises d'angoisse. Heureusement, on a eu des psychologues qui ont continué à travailler, qui ont été là, et d'autres qui faisaient du télétravail et qui régulièrement appelaient les jeunes pour prendre la température ou parler de tout à fait autre chose pour passer à autre chose aussi, parce que la question du corona, à un moment donné, ça les envahissait et il était nécessaire de pouvoir aussi réfléchir à d'autres choses. Ouais. Absolument, oui, je suis complètement d'accord. Et alors, justement, parlant d'autre chose, parlant des perspectives, c'est vrai que là, on a cette épidémie-là sur toutes les lèvres, mais la vie continue. On avait pas mal de perspectives sur J2R, des perspectives de rencontres entre jeunes et plein d'autres choses. Les difficultés de circulation aujourd'hui nous amènent à les reporter. Je voulais un petit peu avoir aussi ton regard là-dessus, Christophe, parce que avec Martine notamment, là, vous prépariez 2 projets, 2 séjours, un accueil de jeunes, un départ de jeunes au Maroc, un accueil de jeunes tunisiens chez vous en Occitanie. Bon, là, ces voyages ne pourront pas se faire, mais comment vous voyez la suite là par rapport à ça justement? En fait, tu l'as dit, ta question, ces voyages-là, elles sont reportées. Elles méritent d'être construites différemment, comme on le fait là, par Internet. Ça va nous permettre d'échanger, de réfléchir ensemble sur le projet, sur nos attentes, de valider des choses qu'on avait vues sur Agadir. Et le temps de préparation sera un petit peu plus long et la rencontre sera plus réussie, certainement. Merci. Merci. En tout cas, c'est vrai que J2R va s'adapter à tout ça. Et puis, on a aujourd'hui tous les moyens numériques, technologiques, justement, qui nous permettent de maintenir ce lien entre les jeunes, entre les équipes. Et d'autant plus qu'on est sur de plus en plus de projets d'échanges culturels, artistiques qui peuvent… la création ou la co-création peut aussi se vivre à distance, se préparer à distance en attendant la rencontre. Donc, c'est vrai que je te rejoins là-dessus et on va soutenir toutes ces initiatives parce que on peut faire plein de choses encore sur nos territoires en restant en lien avec les copains de l'autre rive. En tout cas, merci à vous. Et puis, un grand bravo. J'arrête pas de dire bravo à tout le monde en ces périodes-là, mais c'est des bravos qui sont réellement sincères. Parce que vous êtes là, vous avez été là pour les jeunes. Et malgré les situations un peu compliquées qu'on a vécues, vous avez maintenu ce lien essentiel aux jeunes. Et on ne peut que vous féliciter, que vous rendre hommage par rapport à tout l'investissement que vous avez mené et que vous continuez de mener. Donc, vraiment, merci à vous et un grand bravo. Et on se redit, on continue, comme d'habitude. Merci. Voilà. Juste, je voulais dire qu'il y a parfois, justement, dans ces occasions, des belles rencontres. Il y a des jeunes, par exemple, à Pézenas, que je n'ai pas cité, mais qui est aussi un de nos centres où on accueille des mineurs non accompagnés, qui ont rencontré des bénévoles et qui ont la chance d'avoir une éducatrice qui était costumière dans une autre vie. Et ils ont pu fabriquer des masques, non seulement pour eux-mêmes, mais qu'ils ont remis à l'hôpital à Béziers, etc. Donc, ça a été aussi vecteur de belles rencontres et de belles actions. Superbe. Et qui sont sous-tendues justement par des élans de solidarité, de générosité. Donc, J2R est toujours là parmi nous. Eh ben, ça fait l'objet d'une prochaine capsule justement pour valoriser ce que ces jeunes ont fait. Là, c'est un engagement que je prends avec vous. On se prépare une capsule pour mettre à l'honneur ces jeunes, pour les interviewer, pour leur permettre de justement présenter ce qu'ils ont fait parce que
parce qu'il faut absolument valoriser toute cette énergie positive, cet investissement des jeunes là, dans cette situation. Donc encore bravo et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.